Donc, bonjour à tous qui nous rejoignez pour cette pause apéro éthique et data qui vient clôturer le cycle des pauses café. Alors, on change pas le format d'habitude, hein. L'idée, c'est sur ces pauses que vous puissiez échanger, avoir un débat à la fin. Donc, vous pourrez bien entendu ouvrir vos micros en fin de séquence. Il y aura tout un temps d'échange. Donc, bienvenue à tous. Donc, cette pause apéro vous est proposée comme d'habitude par le groupe Éthique et Data. Sur ce cycle sur la sobriété numérique et le green data, il y a eu 4 pauses au total. Euh, donc, nous sommes sur la dernière séquence. Je vais juste vous donner quelques bonnes pratiques avant de passer la parole à Arnaud. Ces bonnes pratiques, vous les connaissez, trop gênant de les rappeler. Donc, n'hésitez pas à mettre des écouteurs ou un casque pour profiter. N'hésitez pas également, parce qu'on est sur une pause apéro, à prendre un verre. Je ne vous influencerai pas sur le type de boisson, mais faites-vous plaisir. Pour interagir, alors durant les retours d'expérience que vous allez avoir, alors vous avez comme d'habitude le chat pour envoyer vos petits messages. Vous avez également le module questions-réponses si vous voulez poser des questions aux intervenants pendant leurs interventions. Et il y aura un temps de parole à la fin, donc n'hésitez pas à réactiver vos micros à la fin pour pouvoir poser vos questions à l'oral. C'est l'avantage de ce format, l'idée, c'est de pouvoir vous entendre et de pouvoir vous exprimer à l'oral et non pas à l'écrit. Et puis, comme d'habitude, il y aura le petit klaxon d'évaluation à la fin. Donc, merci de le remplir, ça nous aide pour la suite. Voilà, donc je vais passer la parole à Arnaud et je vous invite, je crois que je l'ai dit, mais c'est pas grave, je le répète, à garder vos micros coupés quand vous ne prenez pas la parole et bien sûr à penser à l'activer si vous avez un petit mot à dire. Voilà, merci à tous et puis Arnaud, à toi. Bonjour à tous, bienvenue à cette pause apéro. Enfin, je dis ça, moi je suis resté au café là. Je suis pas passé encore à la bière. Il y aura 3 temps dans cette pause. Donc 2 premiers temps qui vont être des présentations, des retours d'expérience qui dureront chacun 20 minutes. Donc ce qu'on vous demandera, c'est plutôt de garder vos questions pour la fin, donc les noter ou les mettre dans le chat. Et à la fin, on aura un temps d'échange de 20 minutes pour pouvoir débattre sur les 2 présentations qui auront été réalisées en début de séance. Donc juste pour redonner un petit peu le contexte, on va passer au slide suivant. Donc en fait, ça s'inscrit dans une thématique de pause café. Donc on a fait des pauses café autour de la sobriété numérique. L'idée, c'était de regarder comment on pouvait verdir un projet, c'est-à-dire essayer d'appliquer des bonnes pratiques pour avoir un projet qui soit plus sobre et qui permette de contribuer à la réduction de l'empreinte carbone. Donc on a eu une première pause qui a permis de poser le contexte. Ensuite, on a regardé l'axe infra, comment on pouvait jouer sur les infras pour réduire l'empreinte carbone. Ensuite, sur le code, comment utiliser des bonnes pratiques de code pour là aussi jouer sur l'empreinte carbone. Et lors de cette pause, on a eu plusieurs questions autour des usages. Comment encadrer les usages utilisateurs pour essayer de réduire justement l'empreinte carbone. Et donc, on a décidé de faire une 4e pause café éthique et data autour des usages. Et donc là, ce qu'on vous propose ce soir, c'est de remettre un peu tout ça en perspective et de vous présenter le retour d'expérience sur le projet qui a été utilisé pour faire justement appliquer toutes ces bonnes pratiques de sobriété numérique et de vous présenter un retour d'expérience. Et à l'issue de ce retour d'expérience, on aura une intervention d'Orange qui va nous présenter un peu des bonnes pratiques ou comment accompagner les utilisateurs sur les usages pour justement aller vers de la sobriété numérique. Donc là, j'ai un peu trop parlé. Je vais laisser la parole aux vrais acteurs de cette apéro éthique et data, qui sont donc les intervenants sur le projet Traxol. Ouais, moi, je reprends mon micro juste pour faire le lien. Donc, bienvenue à tous. Vous avez 4 QR codes en bas. Vous pourrez les récupérer en replay plus tard. Et les 4 vous amènent chacun à la pause café à laquelle vous avez peut-être assisté déjà ou pas. Vous pouvez les retrouver sur le site de la DNOS. Donc, on accueille, je pense que là, vous voyez bien l'écran, Traxol du groupe Faubourg.
en la personne de Marc Journeux, qui doit être pas loin. Est-ce que Marc a son micro? Voilà. Ce serait pas mal qu'il le... Voilà, ça c'est bon. Et qui va nous... Alors, avec Lucas également. Où est-ce qu'il est, Lucas? Il a son micro également. Et c'est à Lucas que je donne la main pour l'instant. Oui, donc sur la première partie, on s'intéresse un peu à la mise au vert de la solution décisionnelle de Traxol. Et donc, pour resituer le problème qu'on s'était posé, c'était de savoir quelle solution on peut proposer pour réduire le coût énergétique et environnemental d'un projet data, en se posant une contrainte assez majeure qui était de ne pas diminuer le niveau de fonctionnalité attendu, ni augmenter donc, le coût économique du projet. Et donc, je laisse la main à toi encore, Christian, je crois. Ouais, excusez-moi, j'ai coupé mon micro. Et donc, Marc, Rémi et du coup Lucas, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'origine de ce projet? Comment ça vous est venu? Oui, alors donc Marc, moi, je fais partie du groupe Faubourg, donc Traxol est une de nos entités et on fait de la gestion de flotte. Et dans cette gestion de flotte, en fait, on a pas mal de données. Alors, il n'y a pas des téraoctets de données, mais il y a quand même pas mal de données. Et il y a des données qui rentrent tous les jours. Et on a besoin d'une base décisionnelle qui fonctionne bien. Donc, on veut fournir et de l'analyse financière, de l'analyse opérationnelle interne à partir de notre application de gestion de flotte. Et aussi, on veut pouvoir offrir aux clients des analyses, vraiment du reporting intéressant. Donc, travailler sur cette data pour offrir de la valeur ajoutée à nos clients. Et on va dire que l'enjeu du projet était de réaliser quelque chose qui soit le plus efficace possible, et c'est ce qu'on va voir un peu dans les diapositives suivantes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis arrivé dans le groupe il n'y a pas très très longtemps, il y a un peu plus d'1 an, et la situation que j'ai trouvée sur place, c'est un data warehouse, on va dire, donc une base de données décisionnelle, qui était construit vraiment en même temps que la base de production. Donc, on avait des flux qui tournaient presque trop souvent au milieu de l'applicatif de production. On réalimentait à chaque fois toutes les données de manière complète, sans incrémental, depuis même plus de 10 ans. Donc, ça prenait énormément de ressources. Et ça tourne sur une base Azure qui est extrêmement chère et costaud, tout simplement parce que rien n'était optimisé. Donc, en voyant un peu ça, je me suis dit qu'on devait pouvoir faire mieux. Et comme j'aime bien être efficace dans tout ce qui est développement logiciel, voilà, j'ai essayé de trouver une solution beaucoup plus performante et intelligente qui allait solliciter une base de production en permanence qu'on devait surdimensionner pour qu'elle tienne à peu près le choc pendant ces temps-là. Marc, je me permets d'intervenir juste pour revenir sur le slide. En fait, pour donner un petit peu une ordre d'idée, parce que dans Azure, c'est un peu particulier, la puissance d'une machine, c'est des DTU. Là, en l'occurrence, j'ai cherché un équivalent vrai serveur machine pour ceux qui connaissent un petit peu les serveurs informatiques. En gros, la machine correspondrait en termes de coût et de puissance à une machine qui aurait 24 processeurs et 224 Go de RAM. Alors, ça peut être, c'est pour donner une image, un équivalent, mais c'est quand même, on peut dire que c'est un très gros serveur. Donc, qui rendait un service qui, en termes qui pour nous, quand on a échangé avec Marc, nous paraissait quand même surdimensionné par rapport au service que rendait cette base de données. Voilà, je passe la main. Et juste pour ajouter à ce que tu viens de dire, Rémi, je pense qu'il faut garder en tête ce schéma où on a un seul curseur pour régler la puissance de la machine. On y reviendra tout à l'heure, mais voilà, ce qu'on a dans le cloud, c'est souvent ça. C'est un seul curseur pour gérer des puissances. Et on verra les conséquences que ça a plus tard. Ça marche.
Marc, par contre, quand on préparait cette réunion, vous parliez du précédent prestataire qui n'était pas, voilà, vous n'étiez pas forcément satisfait et vous avez surtout évoqué des différences de vision. Et alors déjà, qu'est-ce que c'était que ces visions-là et qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'entre la société de Rémi et de Lucas, donc Trees, et votre groupe, le groupe Faubourg, qu'est-ce qui fait que ça colle aujourd'hui? Oui, alors il y avait un prestataire qui travaillait sur le sujet, qui semblait pas trop concerné par l'efficacité de l'alimentation d'une base décisionnelle, par le fait d'essayer de réfléchir à des algorithmes qui nous permettent et des modes de fonctionnement qui nous permettent de faire ça à moindre coût. Et quand je dis coût, je ne parle pas forcément du financier, mais vraiment du coût machine, de la bande passante, etc. Et on n'avançait pas parce qu'ils étaient très sur un peu on va dire, pour être un peu simplé, des buzzwords de data. Et derrière, il n'y avait pas trop d'expertise technique pour être sobre et essayer de faire une vraie solution efficace. C'est pour ça que voilà, moi, j'étais pas très content. Et quand on a rencontré Rémi, on s'est vite accordé sur le fait que on ne pouvait pas garder une base de données décisionnelle dans cet état-là et qu'il fallait faire quelque chose qui soit efficace, euh, qui soit sobre. Et là, on partage vraiment la même vision, je pense, avec Rémi et Trise. Oui, je confirme, c'était nous, en fait, c'est aussi parce que enfin, avec Marc, on a parfois échangé, on était dans une démarche qui était plutôt qui était d'optimisation de la base, qui n'était donc pas sur la partie décisionnelle, donc on était en train de chercher les axes d'amélioration pour, voilà, pour ne pas avoir à consommer autant de CPU, enfin autant de puissance de calcul pour si peu de résultats, entre guillemets, même si ça donne beaucoup de résultats, mais une puissance aussi énorme pour un résultat, malgré somme tout, raisonnable. Et donc, en échangeant, on s'est rendu compte que effectivement, on partageait quelques valeurs autour de oui, c'est pas normal. Voilà, il y avait une espèce on était étonné de cette situation. Et donc, c'est là-dessus qu'on s'est accordé pour dire on va essayer de travailler dans ce sens-là, d'être plus économe, plus sobre dans la façon dont on va gérer cette plateforme. Et donc, la suite est le projet décisionnel qu'on a mis en place derrière. Et là, c'est Lucas. Si je mettais le micro, ça serait mieux. Justement, c'est quoi ce projet? Vous avez utilisé quelle technique? On en a déjà pas mal parlé, je pense, dans les précédentes pauses café. Mais ensuite, ce qui va être intéressant, je pense, c'est de parler des résultats, non seulement le projet et la technique, mais aussi les résultats. Oui, donc je crois qu'on peut passer à la slide suivante. Yes. Donc, dans un projet décisionnel, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va extraire de la donnée d'une base de production pour la transformer dans un but de qualité de données et la charger enfin dans une base décisionnelle relationnelle de type data warehouse afin de faire du reporting, des tableaux de bord derrière. Donc, nous, pour optimiser ce projet-là, qu'est-ce qu'on a regardé, notamment sur la partie code? Donc, il y a toute la partie ETL. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un chargement incrémentiel des données. On va charger seulement les données qui sont vivantes, qui bougent, la mise en cache, et on va aussi proscrire tous les composants bloquants, comme des tris. Et ensuite, on a aussi toute la partie SQL, donc pour l'extraction des données, le requêtage. Pour l'optimiser, c'est assez simple cette partie-là. Enfin, en gros, c'est toutes les bonnes pratiques de requêtage traditionnelles qu'on peut mettre en place sur toute la partie SQL. Et on va également requêter seulement les colonnes et les lignes qui sont utiles. En exemple, cette partie-là, juste pour revenir, l'ETL, ça charge les données par bloc. Donc, l'idée, c'est de pas, par exemple, faire un tri en mémoire dans un outil de tri. C'est typiquement ça, une bonne pratique en ETL. On ne trie pas en mémoire parce que si on trie en mémoire, ça veut dire qu'on charge l'intégralité de toutes les données qu'on souhaite aller chercher. Par exemple, le chiffre d'affaires, quand on charge tous les jours pour voir pour charger les nouvelles données. On va charger l'ensemble du chiffre d'affaires pour pouvoir le trier. Et ça a un coût énorme en termes de calcul. Nous, on évite les tris en mémoire, on va les faire en SQL. En SQL, les bonnes pratiques, ça va être toutes les notions de faire des requêtes qui vont être indexées, etc.
Bon, c'est pour vous montrer un petit peu les niveaux d'expertise qu'il faut avoir, qui sont juste des bonnes pratiques, hein, et pour ce genre de sujet. Voilà, je termine, je vois pour la parenthèse, Lucas. Pas de souci. Et donc ensuite, sur la partie plus infrastructure, on est sur une plateforme cloud. Donc du coup, on a une mutualisation de nos ressources avec les autres clients du data center. Et donc, on va pouvoir libérer les ressources quand on ne s'en sert pas. Et on a également ce qu'on appelle la scalabilité à la demande pour augmenter ou diminuer la puissance de calcul des bases de données quand on en a besoin et quand on n'en a plus besoin. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a essayé d'automatiser ces processus de start and stop des machines virtuelles et d'upscale, downscale des bases de données. Et donc, on peut le montrer sur la petite vidéo à la suite. Donc là, c'est la même page qu'on avait au début sur une base de données Azure. On va pouvoir augmenter facilement le curseur de la base et donc le coût se retrouve impacté. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi le diminuer, donc notamment quand on ne se sert plus de la base de données. Voilà, et ça, la volée en script PowerShell qu'on peut lancer automatiquement. Au moment où on a besoin de la puissance, on l'augmente. Ça marche. On est un petit peu en retard. On essaie de finir en 10 minutes. Ouais. On a commencé en retard aussi. Ouais, mais alors on est beaucoup en retard. Allez, on est beaucoup en retard. Maintenant, ce que j'aurais bien voulu, Marc notamment et Rémi, que vous nous expliquiez déjà les résultats, quoi, du coup, qu'est-ce que ça vous a apporté? Oui, alors, Résultat. Vas-y, Marc. vas-y, Rémi. Non, c'est bon. Bon, Ou Lucas, je crois que le slide parle de lui-même. On a utilisé une méthode qui est simple. Hein. C'est qu'on s'est dit, on développe sur une plateforme qui est sous-taillée. Hein, c'est vraiment notre méthode. Hein. C'est qu'on s'est dit, on développe sur une plateforme sous-taillée et on la monte. On va augmenter la puissance pour voir à partir de quoi on a besoin d'une certaine puissance. Et en fait, à la fin, on a quand même une puissance qui était extrêmement, finalement, très, très raisonnable, puisqu'on est sur un coût de machine. Le coût, en fait, reflète la puissance. Hein. C'est pour ça qu'on vous présente le coût, parce que c'est un peu compliqué de présenter dans le cloud la vraie puissance qu'on a consommée. Et voilà, je pense que ça parle de soi-même. On a beaucoup diminué. Le petit schéma en haut parle de la consommation aussi dans le cloud par rapport aux serveurs physiques dans des salles serveurs. Donc, a priori, alors après, c'est pareil, c'est comment on mesure. Hein. Mais a priori, effectivement, le fait de mettre dans le cloud, on a une consommation électrique moindre. Le fait d'être sobre, on a une consommation électrique moindre. Donc, on a une solution sobre et efficace en CO2. Et donc, puisqu'il faut aller vite, merci Arnaud. Moi, j'aimerais bien que vous nous donniez à chacun comment vous voyez évoluer les initiatives que vous avez prises là pour ce projet-là. Est-ce que vous avez des idées de vers où on est en train d'aller et s'il y a d'autres projets qui sont en train de se mettre en œuvre, par exemple? Oui, alors côté groupe Faubourg, c'est vraiment moi, je suis directeur technique, c'est vraiment une vision que je pousse énormément. Et en fait, c'est vraiment une vision de la sobriété et de l'intelligence de ce qu'on fait. Donc, ce que je pousse comme méthode, c'est tout simplement, hein, comme l'a dit Rémi tout à l'heure, hein, ce sont des bonnes pratiques qui sont assez simples en fait. C'est d'essayer de comprendre ce qu'on fait. Aujourd'hui, souvent, quand on développe, quand on va lancer une machine dans le cloud, quand on essaie de faire un logiciel, on utilise tellement de niveaux d'abstraction que si les gens n'ont pas la démarche d'essayer de comprendre ce qu'ils font, mais vraiment jusqu'au bout, qu'est-ce que je fais appel à ça? Ça fait quoi en fait? Derrière, jusqu'à la machine, jusque vraiment au dur, qu'est-ce qui se passe? S'ils n'essaient pas de comprendre, en fait, on en arrive à effectivement un truc qui va coûter des milliers d'euros par mois pour pas grand-chose. Quand on essaie de comprendre ce qu'on fait, qu'on éteint la lumière quand on sort de la chambre, des gestes tout simples en fait, on va réussir à être sobre, donc sobre en CO2, sobre en finance, mais aussi si demain on a 15, 20 fois plus de données, ça va tenir parce qu'on a réfléchi avant. Une autre initiative assez similaire qu'on met en place dans le groupe là, pour développer, on développe une appli SaaS. Et ce qu'on fait, c'est qu'on est en train d'acheter une petite carte sur laquelle on va mettre des Raspberry Pi. Donc, on va mettre 7 ou 8 Raspberry Pi qui sont des ordinateurs quasi déjoués qui coûtent 20 ou 30 euros l'unité, qui sont finalement aussi puissants qu'un super ordinateur de 2002 ou 2003. On va les mettre en cluster, ça va faire une espèce de mini cloud. Et le but, c'est que notre appli tourne
du feu de Dieu sur ce cloud-là. Parce qu'on sait que si ça tourne là-dessus, on va pouvoir jouer, simuler de la fausse latence, des choses comme ça. On la mettra n'importe où, ça marchera ensuite. Et ça marchera avec des bonnes perfos, ce sera scalable, on aura un coût raisonnable et on sera certain de ne pas gaspiller des ressources. Ce qu'on voit beaucoup et ce qu'on essaie de contrer aujourd'hui, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure là, dans la page d'Azure sur la mise à l'échelle de la base de données, c'est que ça a l'air simple en fait. On bouge un curseur, si ça ne marche pas, on le bouge un peu vers la droite et puis pouf, ça marche. On a doublé le coût, on est passé de 2400 à 3600 euros ou même plus par mois. Et si ça ne marche toujours pas, on pousse un peu le curseur vers la droite. Mais finalement, ce n'est pas trop ce qu'on fait. Comme on le voit là dans Azure, on bouge des DTU. Je vous invite à aller voir la page d'Azure sur les DTU et essayer de comprendre un peu ce qu'il y a derrière. C'est pas simple. Et voilà, ce qu'il faut, c'est que les gens comprennent ce qu'ils font, qu'ils aient une bonne maîtrise, des bonnes pratiques simples, une sorte de vraie démarche d'ingénieur en essayant de garder au maximum la sobriété. Nous, concernant Trees, je vais juste glisser deux idées. En fait, nous, on était pour une démarche autour de. C'est pour ça qu'on s'est appelé Trees quand on a choisi notre nom, etc. On a des valeurs un peu co-responsables. Bon, c'est quand même ce que l'on croit d'être personnel. Chacun, voilà. Le composteur dans la maison et tout ça, voilà les valeurs. Donc, on est plutôt dans le RSE, essayer de convaincre nos salariés que voilà, cette direction est la bonne. D'ailleurs, Lucas est un bon exemple, puisque là, il a travaillé autour de ce sujet-là chez son client et aussi au niveau de ses études qui sont en cours. Là. Il va faire comment on appelle ça déjà ? Un mémoire, voilà, pardon, excuse-moi, Lucas, un mémoire autour de ce sujet. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant dans ce projet, et là où nous, ça nous ouvre des perspectives, c'est qu'on s'est dit, on peut aussi rencontrer des clients avec lesquels on va pouvoir faire des projets éco-responsables ensemble, parce qu'on en a d'une part, on en a la compétence, et là, je fais un petit clin d'œil pour le slide suivant, Christian, ouais. Et la compétence, et aussi l'envie et les convictions. Je pense que ça, c'est important. On ne doit pas être les seuls, donc l'idée, c'est de se dire, c'est possible, faisons-le, quoi. Alors, justement, on avait prévu que je voulais vous faire conclure sur ça. C'est de quelle façon, aujourd'hui, on est capable de transmettre ce que vous avez en tête, vos visions. Et du coup, on a commencé à parler compétences et formations, et je pense que tout à l'heure, lors du débat, on pourra forcément reprendre sur ces sujets-là, à moins que vous ayez déjà envie de démarrer, mais non, on va passer après Orange. Donc, dites déjà ce que vous avez en tête là, sur la transmission, la promotion de ces idées, de ces visions. Marc, Rémi, tu commences ou... Bon, moi c'est juste, j'ai envie de dire que pour transmettre, il faut savoir. Ça veut donc dire que les savoirs optimiser, savoir faire connaître bien, ça veut dire qu'il faut des expertises fortes. Et donc, ça veut donc dire qu'il faut aussi, dans les cursus de formation, aller chercher des expertises fortes autour de l'optimisation du code, l'optimisation du code. Alors là, on parle de data, donc SQL, voilà, une bonne connaissance des produits et avoir cette approche dans les formations qui soit autour, effectivement, de la sobriété dans la façon de coder. Ce qui n'est pas trop dans l'approche de ce qu'on a pu voir pendant les années précédentes, la décennie, voire les 2 décennies précédentes. Voilà ce que j'avais à dire. Je vais dire un peu la même chose. On a eu beaucoup de générations de développeurs logiciels et d'ingénieurs en développement logiciel qui ont eu l'habitude de la loi de Moore avec la RAM qui double tous les ans, la CPU qui double tous les ans. Et puis, bon, si je mange un peu de RAM ou un peu de CPU, ce n'est pas très grave. Et donc, ce n'est pas toujours simple, même au sein des équipes, de promouvoir cette vision-là. Donc, je rappelle souvent aux gens qu'on a envoyé sur la Lune une fusée, des gens, ils sont revenus avec la puissance de calcul d'un chargeur USB d'aujourd'hui. Et donc, on peut faire quand même pas mal de choses si on optimise et si on réfléchit à ce qu'on fait. Donc, nous, ce qu'on fait là, c'est on essaie de vraiment propager cette démarche dans l'équipe. On a des gens qui arrivent dans l'équipe et qui ne sont pas trop habitués, qui sont spécialistes d'un framework ou d'un truc comme ça et qui n'ont pas l'habitude de penser comme ça. Donc, on essaie de convertir tout le monde à ça. Puis après, on essaiera aussi d'aller aborder des écoles locales, des écoles d'ingénieurs, et puis essayer de propager un peu
ce savoir-faire autour de stages ou de choses comme ça. Merci beaucoup, Marc et Rémi. Je crois qu'il est temps, n'est-ce pas Arnaud? Ouais, je vais pas le dire à chaque fois, mais... Ok, j'arrête mon partage. Et cette fois, du coup, c'est... alors, je crois que c'est Simon qui prend la main. Oui, voilà, tout à fait. J'espère que vous m'entendez bien. Simon Chiaresoli, vous avez peut-être, pour ceux qui étaient connectés sur les précédents de pause café, entendu ma voix. Donc, je travaille au sein de la société Orange et j'accompagne sur le contour du Grand Ouest nos clients entreprises dans leur transformation digitale. Et donc, pour cette session de ce soir, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel Temkin, qui est en charge de la RSE chez Orange et qui va justement pouvoir nous illustrer la manière avec laquelle on analyse les enjeux de la RSE chez Orange, la manière avec laquelle on y répond dans notre fonctionnement interne, mais ensuite également, et c'est ce qui, je pense, vous intéressera plus directement, comment est-ce qu'on accompagne nos clients dans sur ces enjeux-là. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Emmanuel et je te laisse, Emmanuel, partager directement ton écran. Merci beaucoup. Alors, hop, je vais partager mon écran, si ça marche, en me mettant en diaporama. Tac. Voilà. C'est bon, ouais? C'est tout bon. Ouais, ok, bon. Super. Donc, je vais vous raconter la RSE chez Orange avec des slides qui sont un peu tout neufs. Il y en a beaucoup qui viennent d'une présentation qui a été faite au COMEX, en fait. Hein. Donc, voilà, vous avez la même vision que Stéphane Richard. Donc, du coup, la RSE chez Orange, ça, c'est… alors, nous, on le sait, mais donc… Alors, attendez, parce que du coup, moi, je ne vois pas tout le slide. Tac, tac, tac. On a une raison d'être, en fait, qui a été choisie. C'est Orange est l'acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un numérique responsable. Donc, vous entendez parler de sobriété numérique, on est en plein dans le mille. Donc, ça, c'est notre raison d'être avec une temporalité permanente. On a choisi 6 ODD avec une temporalité de 10 ans. Donc, tout ce qui est industrie, infrastructure, innovation, parce qu'évidemment, donner les clés d'un monde numérique, c'est déjà apporter l'infrastructure et faire en sorte que les gens aient accès au réseau, ce qui va permettre l'ODD 10 des inégalités réduites, ce qui va permettre aussi tout ce qui est paix, justice, institutions efficaces. C'est peut-être moins évident, mais en fait, nous, en tant qu'opérateurs, enfin, j'imagine que c'est pas la même chose, que c'est la même chose pour tous les opérateurs du monde, parce qu'Orange, on est présent dans nombreux pays mondialement, et donc du coup, on nous demande souvent de couper les réseaux, hein, donc c'est la RSE qui décide de ne pas le faire, mais voilà, il y a un lien avec l'ODD 16. Le 17 pour faire des partenariats, parce qu'on pense qu'on ne peut pas faire tout seul, évidemment, tout ça. Le 12, ça va être consommation et production responsable, donc ça va être par exemple tout ce qui est lié à l'économie circulaire, l'éco-conception des offres et des produits. Donc on s'est engagé pour 2025 à ce que 100% de nos offres et de nos produits soient éco-conçus. Et puis le 13, c'est les mesures contre le changement climatique, parce que les télécoms, évidemment, on l'a vu aussi pendant la crise Covid, ça évite de se déplacer. Donc, quand on évite de se déplacer, évidemment, on fait moins de gaz à effet de serre. Enfin, je dis évidemment, mais on va regarder les calculs en détail, justement. Et puis, on a un programme sur 5 ans, notre plan stratégique, qui s'appelle Engage 2025, avec 2 grands piliers pour la RSE, une partie égalité numérique et une partie environnement. Et comme toutes les entreprises cotées, eh bien, on fait un rapport intégré, annuel, sur le sujet. Alors, sur le sujet égalité numérique, je vais passer très rapidement pour vous redire ce qu'on fait. On a 4 axes. Donc, un axe qui est vraiment de la couverture réseau, parce que quand on veut que les gens qu'il y ait une égalité numérique, il faut déjà qu'ils aient accès au réseau. Donc, en Europe, ça va être la 4G, la 5G, la fibre. On a tout un axe aussi de training and coaching, donc avec des ateliers numériques. On a un axe d'offres inclusives, donc vous connaissez peut-être, en France, il y a l'offre coup de pouce, notamment pour les personnes qui sont sous condition de ressources, où on prend des anciens PC d'ailleurs qui sont reconditionnés de salariés d'Orange avec un prix à 19,90 € pour de la fibre
Voilà, donc on a des offres inclusives avec l'équipement abordable. On va aller directement sur la partie ensuite environnement parce que ça ne vous a pas échappé. On parle beaucoup de l'impact du numérique sur l'environnement. Donc, il y a plusieurs challenges à regarder. La partie réchauffement climatique. Alors, du coup, je ne sais pas du tout quel est votre… Quand on est dans la RSE, on parle de ça tout le temps, mais je ne sais pas quelle est votre connaissance là-dessus. Hein, mais le but, quand on dit d'être carbone neutre en 2040, ce qui a choisi Orange, c'est vraiment de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré à la fin du siècle. Et on voit déjà des impacts de ça. Il y a un challenge aussi qui est lié à l'énergie, puisque 80% de l'énergie mondiale vient des combustibles fossiles et que les télécoms ont une part aussi dans leur consommation d'énergie. Tout ce qui va être ressources aussi, puisque l'épuisement et puis le stress sur les ressources naturelles, à chaque fois qu'on fabrique des nouveaux objets, d'objets connectés, des téléphones, hein, typiquement, il y a 40 minerais qui sont dans un smartphone et qui sont dans la liste des 27 minerais critiques qui est établie par l'Union européenne. Et puis en plus, il faut de l'énergie de plus en plus pour aller chercher ces ressources qui se raréfient. Et puis un impact sur la biodiversité. Alors là-dessus, en fait, nous, on est certifié ISO 14001. Vous savez, c'est les certifications de la norme AFNOR sur la RSE. Et d'ailleurs, il y a mon fils qui parle d'ailleurs. Les auditeurs cette année nous ont dit qu'on n'avait pas fait grand-chose sur la biodiversité. Donc, quand on avait fait un dialogue partie prenante, nous avait vraiment, ce sujet était ressorti. En gros, tous nos clients, nos fournisseurs, l'écosystème nous avaient dit la biodiversité, c'est un sujet important et on n'a peut-être pas fait assez de choses sur ce sujet-là. Donc, les conséquences donc ça, c'est un rappel du GIEC. Dites-moi si vous connaissez ça déjà par cœur ou pas. Hein, mais en gros, on a vu des températures extrêmes, la vallée de la Roya, de la sécheresse, des inondations. Ça, c'est le ciel en Californie quand il y a eu les feux. Donc, voilà, les différentes courbes qui sont vues par le GIEC en fonction des tonnes de CO2 émises. Et puis, si on ne fait rien, on est dans une partie, donc la partie violette avec une partie qui est plus habitable vraiment sur Terre. Il fait vraiment trop chaud pour qu'on puisse y survivre. Et puis, on essaye, nous, avec la flèche, là, de suivre les 1,5 degré, même si, avec ce qui a déjà été émis, c'est plié. Mais ça veut dire qu'en fait, il faut vraiment réduire drastiquement pour arriver à être neutre. Donc, 2040, on a choisi pour Orange. Donc, un petit rappel, hein, si on prend les gigatonnes de CO2 et qu'on divise par le nombre de Français, en prenant les émissions globales, c'est-à-dire en prenant aussi les émissions de ce qu'on pourrait acheter dans des pays avec une électricité fortement charbonnée, donc carbonée, comme la Chine. Donc, en gros, on est à 12 tonnes par personne et pour arriver à 1,5 degré, il faut arriver à 2 tonnes par personne. Et donc, on voit les sujets sur lesquels il faut travailler, avec toute la partie Internet et technologie qui est ici. Donc, si on reprend le numérique hein, et l'impact sur l'environnement, donc c'est pareil, dites-moi si vous connaissez déjà ces chiffres-là, mais en gros, on est à 3,5% de la consommation d'énergie primaire mondiale, avec une croissance de 9% par an, donc ça fait 5,5% de la consommation d'électricité. Ça nous fait 3,8% des émissions de gaz à effet de serre. Il y a 40% de l'énergie qui est utilisée pour produire des équipements clients. Hein, donc, le smartphone à 40 métaux, il faut 40 kg de matière de base, de 40 kg de matière pour un smartphone. Il y a tout ce qui est vidéo, puisque 80% du trafic Internet, c'est de la vidéo. Et puis, il y avait aussi tout ce qui était déchets. Alors, quand on regarde justement les 3,5% des émissions mondiales qui sont dues aux telcos, d'où est-ce que ça vient? Donc, la partie opérateur, en fait, ça fait 0,5%, parce que le reste, dans les acteurs du numérique, on va compter tout ce qui est aussi les fournisseurs de contenu, les GAFA, voilà, ces gens-là. Mais si on prend que la partie un peu Orange et consorts, on est à 0,5%, ce qui est déjà beaucoup. Ensuite, dans le numérique, quand on regarde tous les scopes, il y a vraiment une grande différence selon ce qu'on va regarder entre la fabrication et l'usage. Et donc, typiquement, pour le smartphone, on est à 80% de fabrication, 80% des émissions de CO2 sont liées à la fabrication.
Donc, on va vraiment avoir tout un programme de récupération des smartphones pour limiter le stress sur les ressources et 20% liés à l'usage. Globalement, tous les devices, c'est 50-50. Sur les réseaux, on voit qu'il y a une grande partie due à l'usage et les data centers, pareil. Alors pour Orange, en fait, entre 2015 et 2018, malgré une explosion des usages, donc en data, on a réussi à contenir en fait nos émissions de carbone. Tout ça avec notamment des data centers. J'imagine que Simon, vous avez déjà parlé du data center de Val-de-Reuil qui se fait en free cooling. Alors ce qu'on va regarder, nous, parce que quand on dit qu'on est carbone neutre, on s'appuie sur la Net Zero Initiative, qui va avoir plusieurs façons de regarder les choses. On parle de scope, c'est qu'est-ce qu'on émet, donc nous, directement ou indirectement. Donc, directement, ça va être les voitures de nos commerciaux, par exemple. Les indirects, ça va être l'électricité pour chauffer nos bâtiments. Et puis le 3, ça va être tout ce qui est encore plus indirect. Par exemple, l'énergie pour du camion qui va nous amener les smartphones à la boutique, ou alors l'essence des clients qui vont aller acheter leur box. Donc, en gros, nous, on s'est évidemment engagé à réduire donc, de 30% pour 2025 les scopes 1, 2, 3, et puis 80% jusqu'à 2040, enfin, les scopes 1 et 2 2025, pardon, et 1, 2, 3 pour 2040 pour être carbone neutre. Mais nous, c'est que 3,5% des émissions globales. Donc, ce qu'on essaye de faire justement avec nos clients, c'est de voir comment est-ce que les télécoms peuvent aider à réduire d'autres secteurs et donc pour jouer sur la part bleue du camembert, donc jouer sur les 96,5 autres pourcents. Et puis, en parallèle de ça, quand on aura réduit de 80%, eh bien, de toute façon, il faudra aussi séquestrer. Donc, on est en train de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour investir dans des puits de carbone. Donc ça, c'est toute la partie que vous avez peut-être entendu parler, cette étude de la GSMA. C'est un peu la seule étude qui montre ça, mais que pour 1 tonne de CO2 qui serait dans le secteur des télécoms, ça fait 10 tonnes de CO2 dans d'autres secteurs. Donc voilà, il y a tout le détail qui pourrait être évité. Alors, cette étude, elle a le mérite d'exister. Il y a pas mal de choses qui ne sont pas prises en compte, notamment l'effet rebond. Quand on parle de RSE, souvent, on oublie l'effet rebond, mais c'est pour montrer que l'efficacité ne suffit pas. L'effet rebond, c'est ce qu'on voit typiquement dans les autoroutes à Los Angeles. C'est pas, quand on va augmenter la taille de la route, eh bien, ce n'est pas pour ça qu'il va y avoir des embouteillages en moins. Non, il y aura juste des voitures en plus. Voilà, donc si on fait un zoom sur Orange, je vous ai dit au niveau de nos émissions de carbone, on va agir sur tout ce qui est les scopes directs, tout ce qui est électricité, le scope 2, et puis les scopes indirects en aval et en amont. Et voilà nos engagements donc, sur les scopes 1 et 2. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que le scope 1 et 2, il n'est pas très grand, même ridiculement petit par rapport au scope 3. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Hop. Ça, je vous l'ai dit. Donc, en gros, pour agir, nos leviers, c'est vraiment déjà de travailler le plus possible avec nos fournisseurs, parce qu'en fait, notre scope 3, c'est les scopes 1 et 2 des fournisseurs. En gros, donc, si ils arrivent à décarboner toute leur production, c'est quand même pas évident. On pourrait avoir des actions. On peut avoir des actions aussi, évidemment, sur le réseau. Donc, 60%, ça pourrait être des actions sur notre réseau. 9% sur nos bâtiments, donc ça va être tout ce qui est efficacité énergétique, réduction des surfaces, par exemple, faire du flex office, des choses comme ça. 20% sur tout ce qui est device avec l'éco-conception, l'information des clients, les programmes RE, donc pour récupérer, recycler, reconditionner les terminaux. Et puis, tout ce qui va être transport salarié, incluant la partie transport. Vous voyez, en rose, là, c'est la partie transport domicile-travail, donc est vraiment pas négligeable. Alors, ce qu'on propose à nos clients, alors je vais essayer d'aller directement sur Excel. Alors, comment je sors de ça? Il faut que je fasse un nouveau partage. Et je vais aller sur l'écran. Ouais, vous me dites si vous voyez l'écran, là, c'est bon?
C'est tout bon, Emmanuel. C'est bon? OK. Donc, en fait, ici, c'est une petite calculette qu'on est en train de webiser, mais pour l'instant, elle n'est pas encore. Donc, je vous présente sa version toute simple. En gros, ici, on a toutes nos offres. Vous voyez, Orange Reprise, Business Together as a Service, dans notre jargon, c'est de la téléphonie d'entreprise, Internet. Ça va être de la voix sur IP, Open Video Présence pour faire des réunions de vidéo. Donc, on peut prendre celle-là. Et donc, en fait, on va regarder le temps passé dans la voiture pour les collaborateurs qui viennent en voiture au travail, la vitesse moyenne des automobilistes. Donc, tout ça à partager évidemment avec l'entreprise sur laquelle on va faire ce travail. Alors, attendez, il faut que j'aille au-dessus, au contraire. Non, on va regarder ceux qui vont faire du télétravail, donc le nombre de personnes qui sont éligibles, combien de jours par semaine, où est-ce qu'ils habitent en moyenne. Là, on a mis 30 km, qui est les moyennes de l'INSEE, mais évidemment, tout dépend d'où on est. On va regarder le nombre de réunions à distance qu'ils font, le nombre de participants au groupe de travail. Et puis, dans l'hypothèse de calcul, eh bien, on mouline tout ça en prenant en compte évidemment aussi les émissions de CO2 qui sont dues à la solution, parce que le fait de mettre une solution, c'est jamais neutre, hein, comme on l'a vu. Et puis, ça nous permet de calculer le nombre de tonnes de CO2 évitées. Donc, hop, si je change ça, tac, 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 ah, c'est l'effet démo, je vais changer le truc. Bon, en tout cas, voilà, c'est pour montrer combien ça fait de tonnes de CO2 évitées. Et puis, il y a un impact social aussi, puisque dans la RSE, il y a l'impact environnemental, mais l'impact social pour le temps évité, par exemple, avec le nombre d'heures dans la voiture, la fatigue évitée. Donc, on a ça pour toutes nos solutions. Donc, ça prend en compte justement tout l'impact positif que pourrait apporter la solution télécom en enlevant l'impact négatif avec l'impact CO2 de la solution elle-même. Ensuite, si je reviens là, donc j'en étais à la fin. Non, ce n'est pas celui-là. Si vous le voyez. Bon, j'arrive plus à revenir en diaporama. Pour l'instant, nous sommes restés sur ton fichier Excel, Emmanuel. Sur la calculette. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est pour vraiment travailler sur la partie sobriété numérique. En fait, on a fait un partenariat avec mon atelier Ecofrugal. Je ne sais pas si vous les connaissez. Ils font des ateliers zéro déchet. Et avec nous, ils ont fait un atelier qui s'appelle Atelier Sobriété Numérique, qui est ouvert à tout le monde. Donc, je vous ai mis le flashcode et le lien d'inscription si vous voulez. Et donc, vous êtes les bienvenus pour nous y rejoindre. Et Emmanuel, on a fait un petit outil. Emmanuel, on est toujours bloqué sur votre fichier Excel. Ah mince. Alors, toc, 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 nouveau partage. Hop, voilà. C'est bon là? Ouais. Ah, on voit le flashcode là. Bien. QR code. Voilà, donc il y a le QR code, vous avez le lien pour vous, puis je pense que de toute façon vous aurez les slides, mais donc vous pouvez vous inscrire, c'est tout notre programme d'animation, et dans ce programme d'animation, il y a des conférences, il y a des ateliers zéro déchet, il y a des fresques du climat, et il y a aussi des ateliers sobriété numérique. Et alors pour vous faire un petit teaser, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, hop, il faut que je sorte de là. Si je clique ici, là-dessus, ouais, voilà. Donc, quand je vais sur l'atelier, je vais pouvoir choisir un des sujets. Emmanuel, du coup, on est sur ton… Ah oui. Comme tout à l'heure, ça n'a pas switché. Et du coup, on est sur le PowerPoint. Ouais, merci. Voilà, donc ça a switché là. Voilà. Oui, donc, bon. Quand on fait l'atelier, en fait, on choisit de quoi on va parler parce que sinon, on a 11 chapitres sur toute la partie matérielle, puisque comme on l'a vu, la partie matérielle a un impact qui est vraiment non négligeable, et ensuite une partie usage. Et donc, on choisit avec le groupe qui est là, donc ils votent sur les différents sujets, parce qu'on fait des ateliers d'1h30, mais on va sur chacun des sujets, ou parfois, alors là, pour typiquement le 9 février, c'était le Safer Internet Day. On a fait toute une session sur l'éducation des enfants au numérique responsable. On a passé 1h30 sur cette partie-là.
On avait fait aussi la semaine d'avant 1 heure et demie rien que sur la partie je prends soin de mon matériel, avec plein de trucs et astuces, que ce soit pour prendre soin de son PC, de son smartphone, de sa tablette, qu'est-ce que je dois faire s'il est tombé dans l'eau, enfin bref, avec plein d'anecdotes et de bonnes pratiques. Et donc, si je clique sur, par exemple, celui-là, vous voyez, il y a un petit quiz à chaque fois pendant l'atelier, et puis des questions, et chacun va donner ses bonnes recettes et peut voter sur les recettes des autres. Et donc, à la fin, vous pouvez éditer toutes les bonnes recettes de l'atelier. Donc, l'atelier sobriété numérique, ce n'est pas un atelier cuisine, mais ça ressemble puisqu'on échange les bonnes pratiques, ou alors prendre toutes les bonnes pratiques qui ont eu le plus de votes. Voilà ma partie. Je crois que je suis pile poil dans le timing. Bravo. Super intéressant. Voilà, tout à fait. Merci, merci Emmanuel. Donc, on passe à la dernière partie. Je te laisse lancer le débat, Christian. Ah, si vous voulez. Oui. Mais du coup, c'est pas moi qui vais le lancer, c'est vous tous, parce que là, du coup, vous pouvez réactiver vos micros, réactiver vos caméras pour ceux qui les ont éteints, nous dire ce que vous en pensez, et puis commencer peut-être à donner des idées complémentaires. Je sais qu'on était resté tout à l'heure avec Rémi et avec Marc et Lucas sur notamment la partie formation, la partie transmission de ce savoir, optimiser, réduire un peu les codes, l'infra et tout ça pour les jeunes générations qui arrivent. Avec Emmanuel, c'était beaucoup plus sur les bonnes pratiques qu'on peut transmettre. Ah ben tiens, je vois qu'il y a des questions qui commencent à arriver. Alors, je ne sais pas comment on dit votre prénom. Erland. Erland, oui, tout à fait. Désolé. Non, non, c'est particulier. Oui, la réponse c'est oui, et ça compte ça compte au moins pour 10% de la note, mais tous les appels d'offres ont une partie RSE, obligatoirement. Ah, super, 10%. C'est ça qui m'intéressait, c'était le poids décisionnel. D'accord, 10%, Ouais. c'est pas négligeable, effectivement. Et puis là, en plus, comme là, avec dans Engage 2025, vous avez vu, il y a la première partie, c'est travailler avec nos fournisseurs. Donc, on demande, la première chose qu'on demande, c'est qu'est-ce que vous faites sur l'éco-conception. Et moi, j'étais super contente de voir votre présentation avant, parce que je vous assure que c'est super rare de voir des gens qui prennent l'éco-conception et le fait de travailler autrement dès le départ. En fait, c'est assez rare. Alors, c'est rare pour nous aussi. C'est bien, vous avez un bon truc. J'ai une question justement sur le service achat. Comment ils font pour juger justement de la pertinence de ce que font les entreprises au niveau RSE, que ce ne soit pas juste une belle présentation quand on offre un service achat? C'est la plus grande difficulté, mais en fait, comme là, on a en tout cas pour tout ce qui va être achat télécom, on a la loi AGEC où on doit donner le grammage en CO2 de nos solutions au 1er janvier 2022. Donc, du coup, on a commencé déjà avec Orange et moi, et puis Soch. Moi, j'avais regardé donc mes enfants qu'on Soch en faisant, c'est 1 gigaoctet, c'est 35 grammes de CO2 en gros. Donc, en fait, on demande les ACV maintenant à nos partenaires, donc les analyses de cycle de vie. Et les analyses de cycle de vie, quand elles sont sérieuses, elles sont revues. Donc, voilà, on ne peut pas nous donner n'importe quoi. Et puis sinon, donc ça, c'est la première façon. Et l'autre façon, c'est aussi de mesurer. Donc, on a plein de... Enfin, on mesure, en fait, concrètement. Bon, ça a ses limites, évidemment, mais... Peut-être pour donner une illustration par rapport à, on l'a vu avec Emmanuel sur les réseaux qui sont fortement, en tout cas dans les consommations d'énergie, même chose chez différents opérateurs, les réseaux sont une part importante. Et donc, les consommations telles qu'elles sont aujourd'hui constatées, c'est quelque chose qui est mesuré, c'est quelque chose qui est optimisé de la même manière finalement que les performances applicatives, les performances en termes de débit. Et donc, dans des phases d'achat de nouveaux matériels télécoms, c'est quelque chose qui est contrôlé par de la mesure pour s'assurer justement que les spécificités soient conformes à ce qui est annoncé. J'ai vu qu'il y avait une autre question sur le chat qui concerne
la technologie LoRa pour l'Internet, pour les réseaux bas débit en IoT. Donc, oui, il y a, je prends cette question, si tu veux, Emmanuel. Donc, oui, Orange a déployé un réseau LoRa bas débit, un réseau national et qui aujourd'hui fait écho chez un certain nombre de nos clients et qui permet, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cela, finalement de pouvoir véhiculer des objets connectés avec des très basses consommations. Le pendant, ce sont des très faibles débits, mais ça fonctionne, c'est notamment très, très utilisé sur tout ce qui va être capteur connecté ou autre. Moi, je me demandais, pour revenir à Marc et Rémi, plutôt tout le monde en fait autour de cet écran, de quelle façon, puisque vous êtes tous plus ou moins déjà impliqués dans ces réflexions d'éco-responsabilité, qu'est-ce que vous avez les uns et les autres comme action déjà en termes de transmission aux générations qui arrivent, aux plus jeunes, par rapport à votre propre historique? Parce qu'on a vu que c'était une problématique pour Rémi comme pour Marc. Est-ce que vous avez fait des choses? Alors, moi, pour commencer à répondre, j'essaie déjà de transmettre la chose au sein même de l'entreprise. D'abord chez les gens qui vont développer, qui vont faire du logiciel, qui vont exploiter des machines, etc. Donc, il y en a qui sont tout à fait, qui comprennent tout de suite qu'il n'y a pas besoin de leur expliquer. Il y a des gens qui n'ont pas du tout l'habitude, qui viennent d'autres entreprises ou qui ont des expériences complètement différentes, où ils utilisent sans trop se poser de questions. Et là, c'est déjà plus difficile. Donc, il faut réussir à montrer des choses, montrer des mesures, à montrer l'efficacité, à montrer aussi l'intérêt personnel. En fait, les gens trouvent plus de sens à réfléchir correctement à ce qu'ils font et être content d'avoir réduit l'empreinte carbone du truc, à avoir quelque chose de beaucoup plus sobre. Mais voilà, il faut déjà transmettre à l'intérieur de l'entreprise et transmettre aux gens qui ne sont pas techniques. Quand je dis dans l'entreprise qu'on essaie de faire de la sobriété, qu'on essaie de réfléchir à ce qu'on fait, etc., on me regarde avec des gros yeux en me disant mais comment tu peux faire de l'éco-responsable avec du logiciel, quoi, style vraiment n'importe quoi. Donc j'explique, mais c'est vrai qu'on rentre tout de suite dans des explications qui sont un tout petit peu techniques, hein, les tailles de machines, les choses comme ça. Alors on arrive à faire des choses simples, mais vraiment déjà en interne, c'est pas mal de travail, de communication, d'explication. Ce que j'aimerais faire, c'est qu'on mette quand on a des bons systèmes qui marchent bien, des bons cadres, d'aller faire peut-être un petit partenariat avec une école informelle, hein, mais pour monter une série de stages, des choses comme ça, pour transmettre. Est-ce que quelqu'un a déjà fait des choses là-dessus? Je vois qu'il y a Rodolphe qui a ouvert son micro, Erland aussi. Ouais, en fait, je me posais la question, c'est dans le premier exemple, c'est un sujet qui est hyper intéressant, mais qui est très lié en fait je trouve, à l'expertise. Ça a été très bien expliqué, à l'expertise de la boîte. Il y a des choses qui me semblent assez évidentes. Et après, on est sur je trouve que c'est hyper compliqué de mesurer le degré de réflexion autour de l'éco-conception. J'avais suivi une initiative, la DN West, sur l'éco-conception des applications, Thierry Lebouc, là. Et du coup, il me parlait du fait qu'il allait avoir des normes. En fait, il y avait une entité, je sais pas comment on appelle ça, une entité qui allait poser des normes sur l'éco-conception. Je pense que ça serait assez intéressant de voir comment on peut l'appliquer sur un sujet data, parce que en fait, je trouve que c'est trop. En tout cas, ça me semble assez compliqué de mesurer cette réflexion qui semble être, comme vous l'avez dit au départ, plutôt à la fois du bon sens et de l'optimisation, en fait. Je ne sais pas s'il y a des normes. J'étais en train de regarder sur le fait d'être certifié ou d'avoir un label d'éco-conception. C'est lié avec les questions de Florent. Alors Florent, vous pouvez aussi ouvrir votre micro et votre caméra. Hein.
mais je crois que c'est un peu la même question. Comment fait-on pour mesurer l'impact environnemental des usages data? Existe-t-il un outillage de base, questionnaire, modèle d'SCV, d'ABAC? Et puis, enfin, la question de Cédric est différente. Oui, bonsoir Florent. En fait, moi je travaille pour le Crédit Agricole. On travaille effectivement sur la donnée, ses usages, pilotage, enfin, tout ce qu'on peut imaginer et autour de la data science aussi. Et à un moment donné, on s'est interrogé effectivement sur cette approche. C'est-à-dire, ce serait bien en fait qu'on puisse finalement associer aux usages une espèce de vision de l'empreinte carbone que ça a. Donc, il y a tout le volet données, stockage, etc. Mais il y a aussi le fait, à un moment donné, quand je veux réaliser quelque chose, qu'on puisse se poser la question de savoir combien ça va coûter d'un point de vue environnemental. Il y a le stockage de données, il y a les traitements, il y a tout ce que je peux exécuter alors que j'en ai pas forcément besoin. Il y a plein de choses et plein de moments finalement où ça coûte. Et l'idée, c'est aussi de responsabiliser finalement l'utilisateur final par rapport à ça. Donc, il y a tout ce qu'on a vu là dans le premier retour d'expérience autour de la conception et de la façon dont je vais construire typiquement mon environnement décisionnel. Et derrière, il y a effectivement ce que je vais en faire. Alors, on en a besoin pour innover, on en a besoin pour idéer, mais à un moment donné, ça rejoint la notion de bon sens, j'éteins la lumière en sortant, c'est se poser la question finalement de savoir si j'en ai vraiment besoin et puis d'avoir la vision de ce que ça va coûter, parce que des fois on se dit, non, voilà, je vais appuyer sur le bouton et puis ça ne coûte rien, ça prend 3 secondes, sauf que derrière, effectivement, ça a un impact. Vous avez démarré des choses là-dessus? Vous avez déjà démarré des tests, des essais, des essais de mesure? Non, ça s'est resté au stade en fait du questionnement et de se dire, voilà, ce serait bien, quand on est resté à l'intention, sachant qu'on ne sait pas trop par quelle boule prendre, et puis aujourd'hui, en termes de priorisation dans nos actions, c'est pas forcément aujourd'hui encore sur le dessus de la pile, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on aimerait bien arriver à démarrer. La question, c'est par quel bout, en fait, on peut prendre quelque chose comme ça. Alors, on s'est rendu compte avec les pauses café qu'on a faites avec l'équipe là, que ça revient à chaque fois qu'on fait une pause café. Donc, la pause apéro, la mesure, ouais. La mesure, comment faire, comment commencer, comment s'y prendre. Et je pense que là, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais on est un peu dans le numérique responsable, donc peut-être dans la communauté numérique responsable plus que data. C'est toujours pareil, on est toujours à cheval entre plein de communautés chez nous, c'est difficile. J'ai peut-être un petit bout de réponse. Chouette. C'est qu'il y a, alors, sur Equinase, je travaille chez Ypon Technologies et je fais partie, j'ai intégré la communauté numérique responsable d'ADN West fin d'année dernière. Et il y a un petit plugin pour navigateur qui a été développé par le Shift Project et qui permet déjà, quand on navigue, d'avoir un bilan de notre consommation en termes de carbone en fonction des services qu'on a appelés. Et déjà, ça permet d'avoir une réflexion et d'attaquer une réflexion sur certaines données. Voilà. Ça peut être déjà un petit bon point dessus. Et Emmanuel nous indique dans le message Carbonalizer. Ouais, ça s'appelle Carbonalizer. Ok. Et ça existe aussi sur mobile. En fait, il y a des salariés d'Orange, si vous faites Mobile Carbonalizer, qui ont repris les mêmes données. Et c'est les mêmes calculs qui ont servi à être inclus dans Orange et moi et dans MySoch aussi. Mais en fait, je ne sais pas si ça vous a fait ça, Cédric, mais moi, quand je l'ai fait, j'étais avec une copine justement, puis elle me disait « Ah, mais t'as vu, c'est horrible, combien ça fait de grammes de CO2 ?» Et puis en fait, je lui dis « Mais non, c'est hyper petit. » Enfin, je veux dire, moi, au bout de 3 mois, j'étais juste à une demi-bouchée de steak, en fait, si je compare par rapport à manger de la viande rouge. Donc, du coup, il faut voir aussi la part des choses. Moi, je trouve ça super difficile sur le numérique parce que justement, c'est des données qui sont hyper petites, quoi. Et donc, voilà. Je sais que parfois, il y a des gens qui passent leur temps à archiver leurs mails. Alors pour moi, le truc, ça ne sert à rien, quoi. 1 giga de mails archivés pendant 1 an, ça fait 3,4 grammes de CO2. Alors, c'est vraiment…
Enfin bon, voilà, par rapport aux 3 kilos d'un steak Mais à de 100 l'inverse, grammes. comment on arrive à faire rentrer dans les mœurs le fait de ne pas faire un reply all avec une pièce jointe de 10 mégas Oui, à mais 200 personnes, quoi. Enfin, oui, mais c'est parce que Alors, les mails, c'est pénible, mais c'est pas tellement le poids en CO2. En fait, les mails, personne n'aime les mails. Tout le monde aimerait un ouais. monde sans mails. Je crois qu'on mélange des trucs. Donc ça, d'accord, parce que ça fait de la charge mentale et puis c'est voilà, c'est un mode de communication qui est pas très agréable en Non, mais fait. on nous le vendait davantage dans la fresque du climat, par exemple, sur l'aspect consommation de CO2, gaz à effet de serre, impact environnemental quand même, d'un mail de 10 mégas envoyé à 100 personnes. Ouais, il y a une initiative qui a été lancée il n'y a pas longtemps là, qui s'appelait Arrêter les raclettes. Pour expliquer à quel point faire une raclette en famille, c'était mais monstrueusement plus consommateur en CO2 que tous les emails que vous pouvez envoyer de toute votre vie, quoi. C'est ça. C'est à peu Avant près tout, ça. arrêtez les Mais raclettes. c'est bon la raclette. C'est Ouais, mieux mais que oui, manger que les mails. je suis d'accord avec vous, Emmanuel. Il faut C'est ça vraiment la relativiser les difficulté. trucs. Ouais. Moi, il y avait un point qui m'avait pas mal marqué dans le coin, dans l'Ouest, justement, où j'entendais des DSI qui justement disaient c'est important, l'environnemental et autres, et qui font venir des prestataires tous les jours, pendant des mois, pour être présents sur place auprès des équipes. C'était avant le Covid, hein, avant le télétravail. Et donc le prestataire faisait 100 km aller-retour pour venir travailler devant son clavier. Je trouve ça d'une aberration totale. Alors, maintenant qu'il y a eu le télétravail, j'espère qu'il va y avoir une petite prise de conscience qu'en fait, ce genre de décision, ça a un impact concret sur le climat. Tout à l'heure, vous avez parlé que vous faites des métriques comme ça pour vos employés. Est-ce que vous le faites aussi pour les prestataires? Oui, en fait, alors je ne vous ai pas montré, mais on a fait une calculette pour les salariés. Il y a une calculette entité aussi, donc ils peuvent comparer par rapport aux chiffres officiels que j'ai, puisque j'ai pris tous les chiffres de voyage en avion, les notes de taxi, de resto, d'hôtel et tout ça, par entité. Et sinon, les gens peuvent aussi remplir en fonction de leur vie. Donc, c'est toujours la même chose, les chiffres de l'ADEME, mais on a fait un focus sur le numérique, puisqu'on est Orange, et donc les gens, je pose plein de questions, le mail, est-ce qu'il faut mieux que je fasse un WhatsApp, ou plutôt un Skype, ou plutôt un Zoom, enfin bref, donc on a donné le plus de données possible, même si ça ne représente pas grand-chose, mais par rapport au reste. Et effectivement, il y a toute la partie aussi achat et achat de consultants, parce que souvent, on ne se rend pas compte du numérique qu'on impose aux autres. Donc, il y a aussi une partie, moi, j'organise des réunions et combien il y a de gens qui vont venir avec quels moyens de transport. Donc, exactement ce que vous disiez, Étienne. Et il y a la partie aussi achat de prestations et comment ils viennent, achat de goodies, évidemment. Hein, voilà. Donc, on a repris toutes les catégories classiques. Puis on a rajouté quand même un truc à la fin et je plante un arbre, donc comme ça permet d'enlever entre 10 et 20 kilos de CO2 si on a planté un arbre. Voilà. Cédric avait une question tout à l'heure. Je sais pas, enfin, je voulais pas couper, mais. Non, mais j'allais relever la même question. En effet, je voyais qu'elle était restée ouverte sur le programme RE. Est-ce que le programme RE restera dans le giron d'Orange ou est-ce qu'il y a une volonté à un moment de créer un mouvement national en partenariat avec d'autres secteurs? Avec d'autres acteurs Avec d'autres acteurs, ouais. Je précise juste un petit quelque chose, c'est que avec chez Hippon Technologies, on a la fondation Hippon qui équipe certaines écoles de PC portables, hein, et qui s'est lancée dans le recycling. Ouais. Avec la communauté numérique responsable, j'ai vu qu'il y avait des acteurs locaux qui faisaient ça. Je connais des associations qui le font. Et ce que je vois surtout, c'est que le grand public et les professionnels n'ont pas du tout connaissance de ces acteurs-là. Et beaucoup de gens font des choses dans leur coin. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une volonté de se regrouper pour faire quelque chose de plus construit, quelque part? Bah, franchement, avec grand plaisir. Hein. C'est vrai que, alors bon, je ne peux pas répondre pour tout Orange parce que moi, je suis sur la partie vraiment B2B. Mais c'est vrai qu'en plus, comme Orange est grand, on voit souvent midi à notre porte, enfin, voilà, parce qu'il y a déjà tellement de choses. Enfin,
plein de gens d'Orange et toujours autour de nous. Donc, du coup, mais c'est un super truc. Franchement, moi, je suis vraiment… vous pouvez m'écrire à emmanuel.temkin@orange.com et je peux regarder ce qu'on peut faire. Ça serait un super sujet. Ouais, avec grand plaisir pour le faire. Moi, j'ai une question pour les intervenants à propos des LCA. C'est les Life Cycle Assessment. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. En fait, nous, on travaille à la fois dans le système d'information et dans l'industrie. Et ça, c'est un truc que je connais être utilisé dans l'industrie. Notamment à Nantes, on bosse avec une boîte qui s'appelle Sea Cleaner. Vous savez, c'est le bateau qui ramasse les plastiques dans les océans par Yvan Bourgnon. Et on bosse avec eux pour faire en sorte que la conception même du bateau ait une problématique d'éco-conception dès le début. Et du coup, on a découvert qu'en fait, il y avait des outils avec des bases de savoir qu'est-ce qui consomme à la fabrication, qu'est-ce qui consomme à l'usage, qui s'appellent des LCA. Qui est a priori déployé dans l'industrie et on a essayé de faire en sorte que toi, quand tu fais la conception de ton système, ton architecture, dès que tu fais un choix, on te montre si celui que tu es en train de faire, il est efficient ou pas d'un point de vue carbone. Je ne sais pas si côté système d'info, vous avez comme ça, vous utilisez des bases LCA, si c'est quelque chose qui est déjà répandu ou si c'est à chaque fois où c'est fait de manière empirique. Alors moi, je peux répondre pour Orange. Alors, LCA, c'est la même chose qu'ACV, d'après ce que je comprends, en fait, les analyses de cycle de vie, c'est ça? Oui. Ah, c'est peut-être la traduction française. Ouais. C'est pour ça que je n'arrivais pas à trouver. Ouais, je pense que c'est ça. Et du coup, nous, chez Orange, on a fait des analyses de cycle de vie, mais pour tous les matériels physiques. Donc, on les a fait pour les lightbox, pour les décodeurs, pour les téléphones portables. Enfin, tous ceux qu'on vend, en fait, on fait des ACV en prenant la technique. Alors, il y a plusieurs bases. Il y a celle de l'ADEME, mais quand c'est l'électronique, il y a d'autres bases. C'est le EIME, je crois, de mémoire. Et en gros, on va chercher… c'est comme si on dépiotait complètement son téléphone et on regarde chaque élément, en quelle matière il est, où est-ce qu'il a été fabriqué, avec quel procédé industriel, dans quel pays et quel transport il a pris. Et donc, on additionne tout ça et ça nous donne l'impact non seulement en CO2, mais aussi l'impact en pollution, l'impact en eutrophisation aussi des eaux, de la terre, des mers. Donc, voilà, il n'y a pas que l'impact climat, en fait. Donc, c'est ça qui est aussi dans les ACV. Et donc, on essaye effectivement, comme nous, on s'est engagé à faire de l'éco-conception pour 2025, typiquement, la dernière, la Livebox 5, on est vraiment dans une démarche d'éco-conception. Alors, on n'a pas le droit de dire que c'est complètement éco-conçu parce que c'est hyper compliqué. Il y a quelqu'un qui posait la norme tout à l'heure. Donc, il y a une norme à FNOR, c'est la 14062, je crois. Mais ça marche bien pour la partie physique, pour la partie service, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. En gros, il faut regarder par où ça passe physiquement. Donc, typiquement, quand on a fait une espèce de ACV d'un mail, si on peut considérer qu'un mail, c'est un service, voilà, on a essayé de voir par où il passait, voilà, physiquement. Parce qu'en gros, tout est physique, il n'y a rien de virtuel, hein, évidemment. D'ailleurs, au niveau des ACV, excuse-moi Marc, je sais qu'il y en a une qui est sortie sur le comparatif entre le numérique et le courrier, par exemple, que la Poste a sorti et qui est super intéressante. Marc, ouais, tout à fait. Nous, on essaie de j'aimerais bien, on n'a pas encore commencé, mais c'est une idée de se dire on pourrait relier ça avec ces ACV avec une cartographie de l'entreprise, ses process, la carto du système d'info, histoire de se dire, tiens, si truc tout con, je passe au cloud un applicatif, concrètement, grâce à une vraie base vraiment derrière qui est pro, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, je change ce process, boum, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds. Vous savez si ça existe déjà, si des gens font déjà des trucs comme ça ou… De manière petite. Alors nous, on le fait typiquement pour nos matériels, typiquement une Livebox. Est-ce que j'ai ma vieille Livebox qui a 10 ans? Est-ce qu'il faut mieux que je prenne une nouvelle ou que je garde l'ancienne? L'organisation interne d'Orange, toi. Ouais. Donc du coup, on le fait pour nos produits. Et puis ensuite, on a aussi tout un truc de récupération de mobilier qu'on donne à des associations. Là, pour le coup, ça marche en donnant en externe.
Et donc là aussi, on a un calcul d'ACV de l'ADEME qui est exactement ça, quoi. Pour qu'on puisse dire quel est le CO2 évité grâce au fait du don de mobilier, on prend le calcul de l'ADEME exactement comme vous le décrivez, Étienne, en disant, vu qu'il a été utilisé pendant tant de temps, le fait de le donner maintenant, voilà ce que ça permet d'éviter en termes de CO2. Mais une cartographie globale de l'entreprise, ouais, faudrait y réfléchir. Parce que là, les ACV dont vous parlez, c'est sur du matériel, en fait. Est-ce qu'il existe un peu l'équivalent sur des softs, en fait, des choses immatérielles? Parce que moi, j'ai entendu parler d'entreprises qui font justement des mesures. Enfin, Green Spector, par exemple, qui fait des mesures sur des logiciels un peu web. Est-ce qu'on peut assimiler ça à une ACV? Ou est-ce que non, l'ACV, c'est pas vraiment, comment dire, on peut pas le faire par analogie entre du matériel et de l'immatériel? Bah, en fait, moi j'avais posé pratiquement cette question-là, ou peut-être moins bien dite, mais à la FNOR, et il m'avait dit non, la méthode, elle doit pouvoir marcher pour tout. Alors, c'est vrai que quand on fait du logiciel, moi, il me semblait que, en tout cas chez Orange, quand on développe, la fin de vie, elle est quand même prise en compte. C'est-à-dire que si le projet n'existe plus et qu'on n'a plus de sous pour qu'il soit sur le serveur, bah, du coup, ça part, quoi. Donc, alors que les objets physiques, le drame en fait sur la Terre, c'est que personne ne pense à la fin de vie. C'est super nouveau, ça, l'idée de reprendre quelque chose, enfin super nouveau de notre génération, parce que nos grands-parents et arrière-grands-parents, ils faisaient que ça, mais c'est assez nouveau de se dire, je vais fabriquer quelque chose, et quand il sera pas bien, comment je vais le réparer, comment je vais reprendre le matériel qui est à l'intérieur, ça marche vraiment pas du tout, ça, mis à part l'or. Je sais pas, mais justement, c'était dans la partie du slide qui était passée trop vite, mais on arrive à récupérer 15% en fait d'un portable. Mais tu sais, ça peut être aussi sur le côté, d'un point de vue métier, ton logiciel, imagine, tu fais un logiciel de gestion des notes de frais, où les gens peuvent scanner leurs notes de frais. Bah, tu peux te dire, tiens, le logiciel, si jamais je ne le fais pas, ça veut dire que les gens vont continuer à envoyer par la poste l'ensemble de leurs notes de frais. Du coup, ça fait créer de la pollution parce qu'il faut envoyer ça. Et du coup, tu peux te dire que voilà, faire ou pas faire ce logiciel, cet applicatif interne, bah, ça a un impact, pas non plus sur le logiciel lui-même, mais sur l'impact externe. Ce que tu disais tout à l'heure, le côté, je ne sais plus comment tu appelais ça, le côté à côté, quoi. L'impact. Ouais. Bah oui. Mais il faut être en mesure de mesurer l'impact du logiciel aussi, en fait, parce que on va stocker des photos de notes de frais, des scans, il y a les serveurs qui vont tourner. Oui, tout à fait. Et ça, c'est rarement fait. Moi, ce que je vois, en tout cas sur le logiciel, c'est que quand on dit aux gens, ah oui, mais ça va consommer un peu plus. Aujourd'hui, la demande de fonctionnalité prime sur n'importe quelle considération parce que les gens pensent encore, beaucoup de donneurs d'ordre pensent encore que le logiciel, c'est juste écrire quelques lignes de code. Et ils ne pensent pas au serveur qui tourne derrière, à la maintenance sur le très long terme, parce que les logiciels vivent toujours beaucoup plus longtemps que ce qu'on pense en général. Et c'est peu pris en compte. On parlait tout à l'heure de l'échelle de mesure. Aujourd'hui, moi, mes clients, ils m'envoient des cahiers des charges absolument phénoménaux sur, par exemple, la RGPD, la sécurité informatique, mais j'ai absolument rien sur les co-responsabilités. La plupart des logiciels SaaS se vendent par utilisateur, hein, quel que soit le type d'utilisateur, même si un utilisateur est une machine, mais en général, c'est par utilisateur. Eh ben, on pourrait très bien définir le coût CO2 ou par utilisateur du logiciel quand il tourne, quoi. Ça, ce serait quelque chose de tout à fait possible. Personne ne nous demande absolument rien sur l'éco-responsabilité. J'ai des cahiers des charges de 50 pages sur la sécurité, sur la RGPD, mais l'éco-responsabilité aujourd'hui, c'est vraiment... c'est zéro. Pas de règle. Marche se rejoint complètement. Nous, prestataires, c'est pareil. Là, je pense à... Enfin, nous, voilà, c'est les prix, peut-être la compétence, mais certainement pas ce qu'on pourrait faire. Moi pour revenir sur ce qu'on a fait ensemble, Marc, franchement, nous, c'est la première fois qu'on rentre dans cette démarche-là, mais parce que là, c'est l'humain qui a fait qu'on a matché.
mais franchement, je ne sais pas combien il y a de projets informatiques qui vont en prendre dans leur démarche. Et je ne pense pas qu'il faille que ça vieille de très haut. Hein. C'est beaucoup des êtres humains. Là, on est quand même beaucoup d'informaticiens là, dans cette assemblée. Et je pense qu'il faut aussi qu'on mette ensemble, qu'on se dise que pas gaspiller la ressource, c'est une bonne pratique. Si on s'y met et qu'on le dit et qu'on se met aussi à travailler avec des gens qui ont ces valeurs-là ensemble, ça va peut-être donner des idées à d'autres et se dire, bah oui, attends, eux, on bosse avec eux parce qu'ils ont aussi ces valeurs-là. C'est des choses qui, enfin, je sais pas. Moi, je n'ai pas du tout réfléchi sur cette partie-là pour le développement de notre entreprise. Mais nous, c'était plus la responsabilité, le RSE, etc., vis-à-vis de nos salariés et autres. Mais là, je pense que ça donne du sens et ça vaudrait le coup de communiquer et de se dire qu'on peut faire des choses, on peut travailler ensemble en étant tout simplement sobre. Et ça, pour le coup, en plus, c'est hyper économique, hein, parce qu'on ne va pas se mentir. Non seulement c'est éco-responsable, mais en plus, ça ne coûte pas cher. Donc, il y a plein de choses par rapport au punitif qui serait de dire, oui, voilà, moi, je constate combien je consomme quand je téléphone. C'est assez punitif. Là, ce qu'on fait, c'est tout simplement, c'est économique. Ça porte des valeurs fortes, je trouve, des valeurs intéressantes humaines. Ça, c'est économiquement positif, hein, parce qu'on l'a même montré hein, dans un slide, hein, on a des coûts moindres. La sobriété, voilà, c'est la politique du composteur. Ce qu'on fait, c'est vraiment ça. Parce que moi, à titre personnel, j'ai aussi ces valeurs-là, mais je ne vais pas jusqu'à me poser peut-être j'ai tort, je ne me pose pas la question de combien coûte mon téléphone, parce que je n'ai pas trop envie d'aller jusque-là. Par contre, je suis en train de faire construire une maison passive et j'ai un composteur. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est le côté pas punitif, le côté constructif et économie, sobriété. Moi, je trouve que ces valeurs-là, je reviens sur la sobriété parce que je pense que c'était le cœur normalement, c'était le thème. Mais je pense que cette sobriété, elle est toute simple à mettre en œuvre, finalement. Mais elle n'est pas valorisée. Elle n'est pas valorisée, elle est difficilement valorisable auprès d'autres acteurs. Moi, quand je dis, tiens, on va faire ça parce que c'est plus sobre, bon, on me regarde avec des yeux ronds, on me demande, oui, mais est-ce que c'est moins cher? Est-ce que c'est plus rapide? Ça, c'est le grand mot. Est-ce que c'est plus rapide à développer, hein, pas à l'usage. Hein. Par exemple, on a fait un choix technologique d'un langage qui s'appelle du Go pour nos applications web parce que c'est léger, ça ne tire pas des milliers de dépendances qui vont tirer des artefacts sur des tas de serveurs dans le monde entier à chaque fois qu'on va déployer, etc., etc. Mais c'est vrai que quand j'essaie de tenir ce discours auprès des gens qui ne vont pas être spécialement intéressés par ça, les réactions, c'est ouais, mais tu développes plus rapidement ou ça va nous coûter moins cher en développement. Et l'éco-responsabilité pour l'instant dans le numérique n'est pas phénoménale. Ce qui est compliqué, c'est que pour le faire, il faut réussir à mesurer et à pouvoir donner des objectifs métrés et précis, quoi. Se dire, tu disais tout à l'heure, Marc, dans les appels d'offres, on ne le voit pas assez, je suis d'accord. Hein. Et ce qui serait top, c'est de pouvoir dire, voilà, vous devez, par exemple, un appel d'offres pour développer un logiciel, vous devez le développer dans tel temps, dans tel délai, mais avec telle consommation carbone. Sauf qu'aujourd'hui, on est foutu de donner un élément de comparaison, de savoir à l'avance c'est quoi la cible visée. Il y avait quelqu'un tout à l'heure, je crois que c'était Cédric, tu parlais de Green Spector. Depuis plusieurs années, ils se sont orientés sur les applications mobiles. Et quelque part, c'est affreux parce qu'ils avaient aussi une techno qui était géniale, qui marchait pour les data centers. Pour que les vrais gros applicatifs d'entreprise, tu puisses mesurer réellement leur consommation carbone. Et en fait, ce qui leur est arrivé, c'est que derrière le discours marketing où plein de grands groupes disaient « ouais, super, le côté écolo », personne ne voulait vraiment investir pour acheter leur techno. C'est pour ça qu'ils se sont mis sur le mobile. Et c'est affreux parce que tu dis, il y a encore un problème de prise de conscience de dire, non, mais il faudrait vraiment savoir ce que c'est dans le but de pouvoir après de se donner des objectifs chiffrés on veut vraiment baisser pour de vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience 2020 là justement? On le sent, enfin ça bouge dans tous les sens. On ne voit que ce sujet-là partout, tous les jours sur les webinaires de partout en France. Tous les groupes parlent de ça.
Alors, je L'ordi a pense, quelque enfin, peur. moi, je pense que les gens ont commencé à comprendre que l'informatique, ça leur coûtait cher avec le Covid. Beaucoup de gens sont arrivés en télétravail. Il y a beaucoup d'applications cloud qui se sont mis à tourner. Et forcément, une application cloud, à la fin du mois, bah, faut quand même payer ce surplus d'activité qui a été fait. Et je pense que quelque part, la sobriété économique passe au-dessus de la sobriété écologique. Et voilà, et c'est ça. Et j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire entrer l'écologie sans dire qu'il y aura une économie financière derrière. Et comme l'a fait Rémi avec Marc. C'est la Oui, sobriété qui, du coup, impacte la finance. la bonne chose, c'est que construire de manière sobre et intelligente sera toujours un impact économique positif, en fait. Même si, bon, les gens vont passer un peu plus de temps à réfléchir, un peu plus peut-être de temps à optimiser, à développer. Sur un moyen terme, on sera gagnant. Parce qu'effectivement, les ressources cloud, elles chiffrent très, 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 très vite. Je pense que vous avez dit un terme clé, c'est le moyen, voire le long terme. C'est la capacité aujourd'hui d'une entreprise à réfléchir ne serait-ce qu'à moyen, Oui, et encore plus difficilement à long terme. Exactement ça. Moi, j'avais tenté d'imposer dans une entreprise dans laquelle je bossais il y a une quinzaine d'années la réflexion sur justement la comparaison de deux fournisseurs en pensant moyen terme, et c'était très, très, très difficile. On était court terme, le prix, stop. Et c'était pas du tout dans la partie numérique ni data. C'est vrai que le côté, vous disiez au début de l'intervention, là, sur faire du code qui est optimisé, sensibiliser les développeurs à faire du code qui est optimisé, je sais pas, on a peut-être un peu tous vécu d'être sur un projet où ça y est, ça commence à marcher, stop, c'est bon, passe à un sujet suivant. Je dis, bah non, il faudrait juste que tu me laisses encore 10 jours, allez, et je te optimise le truc, ça va 2 fois plus vite. Oh, on s'en fout. Donc là, il faudrait réussir à changer les mentalités, à un moment de se dire, fonctionnellement, ça marche, mais c'est pas suffisant. On veut que ça soit plus optimisé. Effectivement. En tant que développeur, vous prêchez un converti. À la base, je viens d'un fond Indus et j'ai appris à programmer pour que ça tienne sur une disquette d'un méga 44. Donc, c'est trop. Ça devrait être 512K normalement. Et moi, je suis d'un âge où les machines étaient moins puissantes. Et effectivement, le gros problème, et là, on a zappé un petit peu ce sujet-là, de la formation, parce que tu avais relancé Christian sur ce sujet-là, mais je pense qu'il y a une génération d'informaticiens qui n'a pas forcément passé par l'Info-Indus ou qui n'a pas connu comme nous les DX2 86 et des trucs comme ça, et donc sur lequel, quand tu devais faire une compilation d'un logiciel, ça te mettait 1 heure. Et donc, tu te débrouillais quand même pour que ça dure moins d'1 heure parce que tu avais envie de rentrer chez toi. Et ça, c'est des choses où, effectivement... Et nous, moi, je suis de la génération, bon, voilà, je ne vais pas dire mon âge, mais quand même d'un certain âge, où, 22 ans. où, effectivement, on a des vieilles machines. Et en fait, ce savoir-là qu'on a mis en œuvre dans le projet avec Traxol, ce savoir-là, il a été appris il y a fort longtemps. Alors, Lucas, entre guillemets, lui, il a la chance parce que, du coup, là, il démarre dans ses premiers projets sur un projet voilà, où on se penche sur la sobriété. Et en plus, moi, j'ai toujours cette espèce de voilà, quand le vieux con qui dit que c'était vieux avant, mais c'est presque ça, c'est de dire, bon, attention, soyons voilà, c'est pas la peine. Enfin, il y a des bonnes pratiques et appliquons-les, mais c'est vrai que quelque part, on a un peu prêché dans le désert pendant 10-15 ans par rapport à ça. Et je pense que c'est ça que disait Cédric, hein, c'est que toi, tu as connu ce truc-là. Et comment on peut faire en sorte que les générations suivantes, au prétexte d'être éco-responsables, vont appliquer des bonnes pratiques. Ça va être chaud. Hein. Il y a une technique. Les échanges sont très riches. Mais je vais encore faire le rabat-joie. Toutes les bonnes choses ont une fin. Donc, on va te laisser peut-être quelques minutes pour conclure. Allez, disons 5 minutes. Moi, je voulais juste te dire que c'est le rôle de nous tous à l'ADN, de voir de quelle façon l'ADN Ouest peut transmettre ce genre de choses. Pauline, je fais ton rôle là, mais je pense que c'est le rôle de l'ADN d'aller transmettre aux jeunes générations ce genre de culture que vous avez en plus ancienne génération. Tu es sur la gauche de mon écran, Rémi. Tu es chez les vieux, là. Mais c'est aussi comment les responsables sont sensibilisés à ça. Tu ne peux pas faire l'un sans l'autre. Ouais, mais du coup, l'ADN peut faire un truc global, quoi. Transmettre et sensibiliser. Ouais.
Je voulais juste te dire un petit truc et astuce qu'on avait mis en place et qui a super bien marché, et notamment qui marche bien avec les jeunes générations qui aiment bien les méthodes agiles. Alors, pas que les jeunes, mais bon. C'est de faire en sorte qu'à chaque sprint, tu montres avec des courbes, donc du coup qui sont glorifiants, de l'optimisation. C'est-à-dire que tu as des tests automatiques qui tournent toutes les nuits et qui des tests performance, de perf tout le temps. Et du coup, tu montres à chaque fois, regarde, là, tu as valorisé le fait que quelqu'un a fait un algorithme plus efficient. Et si ça va plus vite, souvent, ça consomme moins. Et en plus, t'as un meilleur, l'utilisateur est souvent plus content parce que c'est un peu mieux fait. Et le fait que ce soit automatisé et que ce soit instauré dans des sprints, méthode agile, fait qu'en fait, tu sensibilises les gens, s'ils rajoutent une fonctionnalité, bah, ils ne vont pas réduire ça, ils vont aller que dans le bon sens. Il y a un côté gamification qui est vraiment sympa. Et ça coûte pas très cher de le faire. Oui, moi je mets ça dans mes rendus de sprint. On met les courbes de performance en fait des pages pour voir, et ça pousse un peu les gens quand même à essayer d'améliorer la situation à chaque fois. Pauline, tu nous fais la petite transition sur le klaxon. Je voyais que tu l'affichais. Et non, j'ai pris la main parce que je ne sais pas qui a partagé. Ouais, c'était pas le bon code, donc c'est pour ça que je me suis permis. Désolée, t'as bien fait. Mais je préférais mettre vos visages qu'un mauvais code. Hein, vous m'en voudrez pas. D'accord. En tout cas, un grand merci au groupe éthique et data, donc Arnaud, Christian, Rémi, Simon, Lucas, qui vous ont concocté les 4 pauses café et cette pause apéro inédite. Merci beaucoup à Marc et à Emmanuel pour être intervenus ce soir. C'était super intéressant. Je vois que certains applaudissent. En tout cas, le groupe éthique et data, c'est ce que je vous mets, est ouvert. Ils aiment beaucoup échanger, donc n'hésitez pas si vous voulez échanger avec eux et travailler avec eux sur d'autres sujets, à les contacter. Je ne trompe pas en vous disant qu'ils se réunissent en plus très régulièrement et qu'ils sont très bavards. N'hésitez pas à les contacter là ou via le Slack, le fameux Slack que vous adorez tous. Et j'en profite donc pour mettre le bon code si jamais vous voulez nous laisser votre avis sur cette pause apéro. J'allais encore me tromper. Je vous remets le lien aussi ici, et puis vous recevrez demain alors je ne peux pas vous dire quand exactement, mais un lien avec le replay et le support si vous voulez revisionner, partager à d'autres membres, d'autres collègues, d'autres membres de la communauté qui n'auraient pas pu être là. Et je vous laisse jeter un petit coup d'œil aux prochains événements parce que ADN West ne s'arrête pas à la communauté data, même si cette communauté est assez formidable. Mais comme vous voyez, il y a pas mal de choses à venir et il y a encore plein d'autres événements qui vont arriver pour la communauté data. On se retrouve début mars pour finaliser la feuille de route 2021 de la communauté. Donc, il y a eu pas mal posté. Je vous mettrai un lien sur le Slack si vous n'étiez pas à l'atelier d'il y a quelques jours et que vous voulez quand même vous proposer sur des sujets ou rejoindre des sujets qui ont été proposés. N'hésitez surtout pas à le faire. Et puis voilà. Je pense qu'on est tout bon de mon côté, sauf si le groupe, vous avez d'autres choses à ajouter. Non, Rémi vient de conclure sur la discussion. Je vais lui répondre. Parfait. Merci à toi, Pauline, pour ton soutien aussi. Ouais. Avec plaisir, avec plaisir.